remember a time of chaos, ruined dreams, this wasted land. But most of all, I remember the road warrior, the man we called Max, the warrior Max. In the roar of an engine, he lost everything. And became a shell of a man, a burnt-out, desolate man. A man haunted by the demons in his past. A man who wandered out into the wasteland. Une intro géniale pour une franchise majeure dans la pop culture. Vous l'aurez certainement deviné en regardant devant moi, et ceux qui ont reconnu l'intro en anglais, nous allons parler aujourd'hui de la franchise Mad Max. Alors pourquoi cette franchise est-elle importante dans l'histoire de la pop culture? Tout simplement parce qu'elle a eu une influence énorme sur d'autres œuvres, dont certaines seront devenues par la suite cultes également. Nous allons donc faire une review, mais sur le premier Mad Max principalement. Cela ne m'empêchera pas d'évoquer les autres films de la saga. Donc c'est parti pour Mad Max, la review. Alors, Mad Max, comme je le disais, est un film australien sorti donc en 1979. Il est le premier d'une franchise de 4 films pour le moment. En effet, ce film est suivi en 1981 par Mad Max The Road Warrior, en français c'était Mad Max 2 Le Défi. En 85, Mad Max Beyond Thunderdome. Et 30 ans plus tard, Mad Max Fury Road, dans lequel Tom Hardy reprend le rôle de Mel Gibson. Mad Max est donc un film indépendant australien réalisé par George Miller. À l'époque, George Miller travaillait comme urgentiste dans un hôpital, et il s'est servi donc de son expérience avec toutes les blessures qu'il a vues, tous les accidentés de la route surtout, pour pouvoir donner un sens au film Mad Max. C'est d'ailleurs le premier film de George Miller. Il avait suivi une formation de cinéma quelques mois avant donc, de tourner Mad Max. Le film a été tourné avec un budget dérisoire de 350 000 $. Il deviendra par la suite le film le plus rentable de l'histoire du cinéma en rapportant près de 100 millions de $ à travers le monde. Alors petite anecdote en disant à travers le monde, il y a eu quelque chose d'assez amusant aux États-Unis. Comme je le disais, Mad Max est un film australien. Ça n'empêche que ça reste en anglais, mais bon, c'est un film australien. Et quand le film arrive aux États-Unis, les Américains avaient peur que le public ne comprenne pas l'accent australien. Donc, que s'est-il passé? Ils ont demandé à ce que le film soit redoublé en US English. C'est quand même totalement absurde comme idée. C'est un petit peu comme si moi, qui suis belge, quand les films français arrivent chez nous, je demande à ce qu'on les redouble en belge pour mieux comprendre. C'est quand même cocasse comme histoire. Donc comme je le disais, il remporte 100 millions de $ à travers le monde, et le record sera battu, mais bien plus tard, par le film The Blair Witch Project. Alors, qui dit budget ridicule, dit faire avec les moyens du bord. Vu le budget très serré du film, certains figurants, ainsi qu'un gang de motards engagés exprès pour l'occasion vu le manque de moyens, ont été payés en bacs de bière plutôt qu'en dollars. Apparemment, ça ne leur posait pas de souci d'être payés en bacs de bière. Pour ceux qui connaissent le film, on s'apercevra également qu'au tout début, lors de la première course-poursuite, il y a un van, une fourgonnette bleue qui est vraiment détruite lors de celle-ci. Cette fourgonnette est en fait le propre véhicule du réalisateur George Miller. Ils ont quand même pris soin à retirer le moteur pour que le van puisse tournoyer lors de l'impact. Les costumes utilisés dans le film, surtout les costumes utilisés par les policiers, sont en faux cuir de basse qualité, hormis celui de Mel Gibson qui lui en porte un en cuir véritable. Ce qui fait la force de Mad Max, enfin, du moins à partir du 2, c'est son univers.
Il s'agit donc d'un univers post-apocalyptique. Le monde ne ressemble plus à rien, tout a explosé. Tout ce qui est intéressant en fait dans cette vie-là, c'est d'avoir un maximum d'essence. Mais il faut savoir quand même que l'idée que Mad Max se déroule dans un monde post-apocalyptique n'était pas voulue par George Miller à la base. On en revient de nouveau au point des moyens accordés au film. Du fait qu'il n'avait pas beaucoup d'argent pour pouvoir réaliser Mad Max, on lui a donné accès à quoi? À des bâtiments délabrés que personne n'utilisait. C'était même limite dangereux de tourner là-dedans, mais il a dû se contenter de cela. Et finalement, ben voilà, ça lui a plutôt servi pour pouvoir donc localiser Mad Max dans un monde, oui, en ruine, au bord de la destruction. Mais comme je le dis, c'est beaucoup plus marquant dans le deuxième Mad Max. Cette impression de fin du monde est vraiment accentuée dans ce film-là. De quoi parle Mad Max premier du nom? Donc, le film se déroule déjà donc dans un futur dystopique où le monde est au bord de l'effondrement. La police traque une bande de motards emmenée par Two Cutter et terrorise les habitants des territoires avoisinants, etc. Tout change lorsque l'un d'entre eux, The Knight Rider, est tué par Max Rokatansky, son nom de famille, lors d'une course-poursuite. Le gang désire la vengeance et traque à son tour les forces de police, dont Max et son ami Goose. Goose est attaqué et sévèrement brûlé par Johnny the Boy, un des membres du gang. Il décédera de ses blessures par la suite. Se sentant menacé, ayant peur pour lui et pour sa famille, Max décide de s'écarter de son job et de se ressourcer à la campagne avec sa femme et son petit garçon. Two Cutter retrouve la trace de Max et suite à un événement tragique, celui-ci devient alors Mad Max. Vous voyez ici sur ma droite, nous avons un objet intéressant que nous allons analyser ensemble. La voiture la plus mémorable du film de la franchise est le véhicule noir de Max, la Pursuit Special Interceptor. La voici. On va la mettre là comme ça, voilà. Il s'agit en fait donc d'une Ford Falcon GT351 qui a été modifiée. Ce modèle date de 1973. C'est un modèle donc assez rare puisqu'il a été produit sur 3 ans, entre 73 et 76, et n'a été réservé que pratiquement pour le marché australien. Il est intéressant de noter quand même que dans Mad Max premier du nom, l'Interceptor est restée en bon état, donc n'est pas détruite dans le film. Dans les autres, elle subit quand même des dommages assez importants. Et termine rarement en un seul morceau le film. Donc l'objet que j'ai ici, la Ford de Mad Max, ça vient d'une société donc qui s'appelle, voilà, ici, Greenlight Collectibles Hollywood. Adult Collectible 118. Alors le 118, où est-ce qu'il est? Ah voilà, c'est par ici. 118 Limited Edition. Voyez en bas, 1973, Ford Falcon XB, The Last of V8 Interceptor. Donc c'est une boîte fenêtre dans laquelle se trouvait la voiture. Je vais faire ça comme ça pour vous montrer. C'est une boîte fenêtre dans laquelle se trouvait la voiture, Greenlight Hollywood. Ici, vous avez encore une fois The Last of V8 Interceptor, 1973 Ford Falcon. Derrière la voiture, donc ce n'est pas une photo, c'est la voiture que vous avez là sous une espèce donc de diorama. Et encore ici The Last of V8 Interceptor. Alors, vous avez remarqué quand même que sur la boîte, il ne fait nullement mention de Mad Max. On vous dit juste une phrase clé du film, Last of V8 Interceptor. Pourquoi? Tout simplement parce que George Miller n'a pas voulu faire de merchandising par rapport à Mad Max. Il ne tolère pas que l'on fasse... il tolère, que l'on fasse des voitures à l'effigie donc de la Ford Falcon, mais elles ne sont pas sous licence Mad Max. Je pense que la seule chose qui a été sous licence Mad Max, c'était le fameux jeu vidéo sorti en 2015, donc à l'occasion du Mad Max Fury Road,
qui a été donc justement sponsorisé par Warner Bros. Et je pense que le scénario était validé par George Miller également. Mais pour le reste, donc aucun objet que vous pouvez trouver sur Mad Max n'est licencié Mad Max. Comme je vous dis, c'est pour ça que vous avez sur le côté Last of V8 Interceptor. Si on regarde la voiture d'un petit peu plus près, donc c'est une belle réplique, hein, avec le moteur qui ressort, les phares jaunes modifiés, les pneus même, on détaille la marque, vous pouvez le voir, vous avez The Browns, donc le symbole de la police, l'échappement supplémentaire sur les côtés, donc 4 échappements, le petit feu, l'arrière très détaillé aussi avec la fameuse plaque MFP, donc MFP c'est pourquoi? C'est pour The Main Force Patrol. À côté, vous avez la même chose avec le petit réservoir que l'on voit ici. À l'intérieur, pour ceux qui sont déjà curieux, vous voyez en effet la sirène de la police. Si on ouvre, voilà, donc les portes s'ouvrent. On voit la sirène en effet. Et alors pour ceux qui voient bien, vous avez au niveau du changement de vitesse un bouton rouge. Alors le bouton rouge sert à quoi? Le bouton rouge sert à activer donc l'espèce de turbo que vous avez donc sur le moteur avant. La voiture est nourrie à la nitro, ce qui lui donne une vitesse assez phénoménale quand il le veut. La voiture évidemment peut faire tourner les roues, vous voyez, et les pneus sont en caoutchouc, hein, c'est pas du bête plastique. Alors, certains qui n'y connaissent rien vont me dire oui mais ta voiture elle est montée à l'envers, le volant est à droite. Comme je l'ai dit au début, Mad Max est un film australien et il faut savoir qu'en Australie, le volant se trouve à droite, donc on roule à gauche. Voilà ce qui explique la présence du volant sur ce côté-là. Vous entendez à côté de moi, j'ai mis la musique du film. Alors la musique du film, vous pouvez la trouver ici, elle est composée par Brian May, c'est écrit là. Les plus mélomanes d'entre vous, et moi-même je m'étais fait avoir à l'époque, vont confondre avec un autre Brian May très célèbre qui est le guitariste de Queen. Les deux n'ont absolument rien à voir. Ici c'est Brian May, un compositeur australien, l'autre guitariste anglais reconnu donc dans le groupe de Queen. Alors j'ai le CD ici de la bande originale, il n'est pas très facile à trouver maintenant, du moins à un bon prix. C'était Varese Sarabande qui éditait ces CD-là, ça date de 93 celui-ci. Il est très bien, hein, il y a toutes les musiques qu'il faut. Seul petit souci que l'on peut faire par rapport au CD, c'est que les pistes ne sont pas dans l'ordre du film. C'est quand même un petit peu particulier ça. C'est spécial, mais voilà, on a toutes les musiques, mais pas dans l'ordre. Brian May reviendra pour le deuxième opus. Pour le troisième film, là c'est un Français, c'est Maurice Jarre qui va s'y coller à la bande originale du film. Et s'ajoute au troisième film un thème très connu. Il s'agit en fait d'une chanson, donc de Tina Turner qui est We Don't Need Another Hero. Je fais une petite pause là, mais j'espère que vous connaissez Tina Turner. Oui, non, oui. Ben, si c'est pas le cas, un petit extrait. Voilà, ça devrait vous dire quelque chose, non? Ou alors j'ai éclairé votre lanterne. Mais oui, Tina Turner compose donc un titre phare de la BO de Mad Max 3. Elle joue d'ailleurs un rôle, hein, elle joue la méchante dans Mad Max 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore raconter? Oui, un français pour le troisième, mais alors pour le quatrième, Fury Road, là on passe sur une toute autre bande originale. C'est l'artiste néerlandais Junkie XL qui va s'y coller et composer des thèmes absolument fantastiques, notamment le Brothers in Arms qui est très très bon. Si je fais une autre vidéo sur la voiture, je vous ferai écouter ce thème-là. Franchement, il donne une pêche énorme, comme tout le film Fury Road, à la musique. Alors, Mad Max est caractérisé par quoi? C'est un film caractérisé par la violence. En effet, en 1979, ce film, pour l'époque, a été considéré comme très violent, et cela lui a valu pas mal de critiques, de censure, ou carrément d'interdiction dans certains pays. Il est vrai que
plusieurs scènes ont fait parler d'elle, hein. Par exemple, celle où un jeune couple se fait sauvagement attaquer par les motards. Par la suite, Max retrouve la jeune femme pratiquement nue dans une voiture en miettes avec une chaîne, un peu comme une chaîne de chien autour du cou. Il y a également la scène de la mort du coéquipier de Max, Goose, ou encore la scène où Johnny Boy et la scie. C'est une scène qui est reprise plus tard dans le film Saw. Et bien entendu, comment ne pas évoquer Mad Max sans parler de la scène la plus choquante du film. C'est la fameuse scène où Max devient Mad Max. Encore aujourd'hui, hein, cette scène fait froid dans le dos, et encore plus si vous êtes parent, j'ai envie de dire. Chaque père de famille s'est au moins mis une fois à la place de Max et de ce qu'il aurait fait dans ce cas-là. Est-ce qu'il aurait eu la même réaction que lui au point d'en devenir fou, au point de devenir Mad Max et chercher la vengeance par tous les moyens? Moi, je peux vous dire que si il arrive la même chose à ma famille, qu'est-ce qui n'arrive à Max dans le film, je deviendrai complètement cinglé et je chercherai à me venger par tous les moyens, ça c'est sûr et certain. C'est assez spécial, mais pour cette scène, en plus, la violence est suggérée. Ce n'est pas de la violence graphique, on ne voit pas l'état des corps. Je trouve que c'est d'autant plus malsain, puisque c'est au spectateur alors de s'imaginer ce que Max découvre. La violence suggérée est parfois pire que la violence graphique, dans le sens où, dans son imaginaire, chacun se fait sa propre représentation donc, de ce qui vient de se passer. Scène très très forte, vraiment, Max devient Mad Max. Si vous ne connaissez pas le film, vous verrez bien pourquoi. Et je pense que tout le monde a été touché par cette scène-là. Je l'ai dit également, Mad Max a une influence énorme dans la pop culture, surtout Mad Max 2, Mad Max The Road Warrior, un monde post-apocalyptique avec des voyous intéressés que par l'essence, des courses-poursuites, de la violence, etc. Ça a influencé pas mal d'œuvres. Dans le cinéma, on peut citer les films Waterworld, par exemple, avec Kevin Costner, ou encore Doomsday, avec Rona Mitra et Bob Hoskins. Mais s'il y a bien une œuvre qui s'est vraiment bien servie de l'univers de Mad Max pour faire sa propre œuvre, c'est le manga Hokuto no Ken, Ken le survivant. Clairement, là, l'influence Mad Max est liée, mais à du 2000%. D'ailleurs, Hokuto no Ken, Ken le survivant, au Japon et même encore en Europe, a un statut encore aujourd'hui culte. Même en Angleterre, où ils sont un peu moins manga, aux États-Unis, un peu moins manga que nous, ça s'appelle là-bas carrément Fist of the North Star. Donc, ils ont même réussi à doubler Ken le survivant. Qu'est-ce que ça raconte vite fait? On suit le héros, Kenshiro, qui traverse un monde post-apocalyptique à la recherche de sa bien-aimée, et tout au long des épisodes, il fracasse du punk dont le look et les vêtements viennent directement de Road Warrior. Il ne faut pas chercher très très loin. C'est influencé par ça, c'est revendiqué. Bon, en plus, si on regarde Ken, il a franchement une des gaines. Il a une des gaines à la Mad Max. Ouais. Il a l'épaulette, il est habillé en cuir, etc. Bon, pour le visage, ils ont dit que là, ils s'étaient inspirés de Bruce Lee, mais pour le reste, si vous connaissez un petit peu Hokuto no Ken, c'est du Mad Max à du 2000% en changeant un petit peu l'histoire et en mettant des arts martiaux. Voilà. Mad Max, premier du nom, j'en ai fait le tour, comme je l'ai dit, je pense avoir parlé quand même de pas mal de choses. J'ai dit aussi que c'était un des premiers films de Mel Gibson, en fait c'est son deuxième film. Il est devenu une très grande star par la suite. Et lorsque Mad Max est sorti, Mel Gibson avait quand même que 21 ans, donc prouesse très intéressante qu'il nous offre là, et heureusement qu'il a pu lancer sa carrière par après. Le deuxième, Mad Max The Road Warrior, pour certains, c'est le préféré de toute la franchise. C'est considéré comme le meilleur Mad Max existant. Alors,
c'est assez rare pour être noté, mais des suites supérieures à l'original, il n'y en a pas beaucoup, donc il rentre dans la liste très fermée des films dont le numéro 2 est meilleur que le numéro 1. On peut citer par exemple l'Empire contre-attaque chez Star Wars, ou encore Terminator 2, par rapport à Terminator 1, le 2 est nettement au-dessus. Donc très bon film qui lance ici donc la mode post-apocalyptique à fond la caisse. Il y a quand même des références par rapport au premier. Donc l'introduction que vous avez entendue en début de vidéo, c'est pour pouvoir lier le 1 et le 2. Et alors, rien que sur le costume de Max, on voit que c'est la suite du 1. Il a une attelle ici, parce qu'il s'est fait tirer dans la jambe dans le premier. Et ici, son blouson est découpé parce qu'il se fait rouler sur le bras par une moto dans le premier également. Le troisième, peut-être le plus faible de la série, oui, il y a Tina Turner dedans, Mel Gibson est de nouveau très bon, mais voilà, pour certains, il s'agit donc du plus faible Mad Max existant. George Miller nous avait prévenu, il comptait refaire un Mad Max, il arrive 30 ans plus tard, donc évidemment les fans les plus hardcore ont eu très très peur à cette annonce-là, et finalement, quelle belle surprise que ce Fury Road, un film à fond la caisse. En fait, il s'agit, si on doit résumer vite fait, d'une course-poursuite de plus de 2 heures. Musique endiablée, effets spéciaux vraiment... effets spéciaux. Cascade à couper le souffle. Je dis bien, j'ai hésité sur effets spéciaux dans le sens où George Miller a voulu revenir à l'essentiel. Pour le premier Mad Max, vu les faibles moyens dont il disposait, il a dû prendre tous les risques pour pouvoir filmer des courses-poursuites, etc. D'autant plus qu'à cette époque-là, la CGI n'existait pas. Donc, on a cassé de la bagnole. On a vraiment, vraiment cassé de la bagnole. Ici, pour Fury Road, il a voulu revenir aux fondamentaux et casser de la bagnole. Les cascades sont principalement réel là-dedans. Bien sûr, il y a des trucages dans le film, c'est quand même sorti en 2015, mais les voitures sont cassées pour de vrai, c'est de la vraie casse. Le film est très très bien, j'ai bien aimé. Tom Hardy reprend très très bien le rôle de Mel Gibson. Si je dois juste faire un reproche par rapport à Mad Max Fury Road, ce serait que Tom Hardy est plus en retrait que Charlize Theron. On dirait que le film est plus concentré sur l'impérateur Furiosa que sur Max Rokatansky en tant que tel. Bon, au tout début de la review, j'avais également dit que Mad Max est le premier d'une franchise de 4 pour le moment, parce qu'en fait, il est question de faire une autre trilogie, Fury Road étant le premier d'une deuxième trilogie qui arrive. Voilà ce que l'on pouvait dire sur Mad Max. Film franchement que je considère comme cultissime, véhicule bien entendu cultissime, Mel Gibson en pleine forme. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce film, si vous les avez déjà vus, est-ce que vous en avez un qui est préféré, est-ce que c'est comme tout le monde le 2, est-ce que vous êtes plus Fury Road puisqu'il est plus récent, ça c'est à vous de me dire dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu. Alors, du travail comme ça, comme j'en ai fait sur Mad Max, un peu à l'artisanal, je compte faire d'autres vidéos dessus. Donc, si vous voulez voir un petit peu de quoi on va parler, etc., n'hésitez pas à vous abonner également. Et moi, je vous donnerai rendez-vous bientôt pour une autre vidéo, j'espère. Je vais faire quelques derniers plans de la Ford Falcon Interceptor pour vous. Donc la voici. Là. Ici encore. Vous voyez, vraiment, voiture de très très grande qualité, très lourde aussi quand vous la prenez. C'est pas léger à manipuler. MFP, Main Force Patrol. Une vue de côté, la portière qui s'ouvre pour dévoiler le volant à droite, s'il vous plaît. Et un dernier plan encore sur le fameux moteur V8 de cette voiture. Moteur V8 qui permettait donc d'atteindre facilement les 600 chevaux. Donc point de vue vitesse, c'est assez rapide, assez impressionnant. Voilà, donc...
À bientôt, j'espère, pour une autre vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Salut!